nouvelles, celle du fameux cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Or, ces règles nouvelles, ces bases nouvelles, vont permettre à la philosophie de se développer elle-même comme une sorte de science, en tout cas comme un art de bien conduire son esprit qui va permettre à la philosophie de dialoguer avec les sciences, n'est-ce pas, et de s'approcher elle-même d'une science, de devenir une sorte de science de la connaissance, une science de l'art de bien conduire sa pensée, et de ce fait, n'est-ce pas, cette science va permettre aussi la maîtrise de la nature. Donc là, nous entrons, si vous voulez, dans une autre conception de la sagesse. Et cette sagesse est beaucoup plus, effectivement, celle des modernes. Aussi, voyons-nous Descartes associer la vieille notion de sagesse, il l'emploie, c'est la même, hein, mais à des réalités nouvelles. Alors, il l'associe à la fois à la méthode, hein, discours de la méthode de bien conduire son esprit, mais aussi les règles pour la direction de l'esprit, afin que le bon sens reprenne ses droits et révèle ce qu'il y a en lui de sagesse universelle. Au fond, de ce point de vue-là, Descartes est très modeste, n'est-ce pas? Il dit il faut redécouvrir tout ce qu'on nous a mis en tête pendant notre enfance, on nous a bourré le crâne en quelque sorte. Et il faut redécouvrir ces fondamentaux, cette donnée fondamentale qui est l'art de bien conduire son esprit pour raisonner correctement et pour redécouvrir finalement ce qu'on appelle populairement le bon sens, dont il dit qu'il est la chose la mieux partagée, de telle sorte que chacun pense en avoir reçu une part égale. Non, le bon sens se redécouvre. Il se redécouvre à la faveur, justement, de cette régulation de l'esprit, et le bon sens détient ce que Descartes nomme une sagesse universelle. Seulement, cette sagesse universelle, ce n'est pas simplement la sagesse populaire, c'est une sagesse universelle commune à tous ceux qui raisonnent correctement. Vous voyez donc que nous nous acheminons là vers tout à fait autre chose. Ce tout à fait autre chose, c'est le fait que des gens qui raisonnent bien doivent aboutir aux mêmes conclusions et donc dégager entre eux un accord qui va être l'expression d'une sagesse. Seulement, ça veut dire aussi que cette sagesse ne va plus passer que par l'art de bien conduire son esprit, donc l'art de raisonner. Ça veut donc dire que cette sagesse ne va plus être que rationnelle. Que deviennent les émotions, que deviennent les passions? On suppose que la raison va les maîtriser. Bon. Que devient la sensibilité, que devient, etc. Toute cette dimension de l'existence humaine qui n'est pas simplement la conduite de la rationalité. Donc on s'oriente là vers quelque chose d'autre. On s'oriente vers un consensus dont nous voyons aujourd'hui les résultats. De qui attend-on une sagesse? Des hommes de science. Combien d'hommes de science se croient aujourd'hui obligés d'écrire un livre de sagesse parce qu'ils ont analysé, comment dirais-je, parce qu'ils sont biochimistes ou biologistes, parce qu'ils ont contemplé les étoiles, parce qu'ils sont, etc., etc. Qu'est-ce qui leur donne le droit, si ce n'est ce que Descartes a fondé, c'est-à-dire cette idée que la sagesse, dorénavant, sortirait, n'est-ce pas, serait l'expression d'une rationalité dont les sciences auraient de plus en plus le monopole. Or, nous, c'est ce que nous sommes en train de vivre, et je dirais que nous sommes, nous, dans la phase de réaction un peu contre cela. Nous savons très bien que la fabrication d'une bombe atomique
ça n'est pas en soi l'expression d'une sagesse. Et nous savons très bien que le savoir peut s'investir dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la sagesse. Donc je dirais que parce que nous sommes allés très loin, je dirais dans la logique cartésienne, de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, nous savons aussi que nous n'avons pas à attendre des sciences qu'elles nous donnent des conseils de sagesse. Elles peuvent nous donner des conseils de nutrition, d'équilibre, d'organisation, de management, etc., etc. Mais après ça, c'est à nous à inventer une sagesse à partir de ces éléments. Mais l'idée que la sagesse sortirait, un tel Pallas Athénée, du crâne de Jupiter armé pour les temps futurs, c'est une vue de l'esprit à laquelle j'ai l'impression que plus grand monde ne croit d'ailleurs, parce que les démentis ont été extrêmement sévères, n'est-ce pas? Et la conclusion de Descartes dans les principes de la philosophie est la suivante, que ce mot philosophie signifie l'étude de la sagesse et que par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Voilà, c'est le résumé de ce que je vous ai exposé. Et je dirais que c'est un bel exemple, n'est-ce pas, du fait, je cite François Julien à nouveau, qu'en se braquant sur le vrai, la philosophie ait pu déraper hors de la sagesse, ou plutôt prendre pour sagesse ce qui n'en était en fait que la propédeutique. Bien évidemment, le savoir vrai, tel que les sciences nous l'apprennent, eh bien, à supposer que nous y comprenions quelque chose déjà, hein, parce que c'est quand même le premier pas. Qui comprend quelque chose à la théorie des quanta ou à l'astrophysique, à part les spécialistes? Donc, comment fonder une sagesse sur ce qu'on ne comprend pas? Ça, c'est déjà une vaste question. Donc, cette question de savoir si la philosophie a dérapé hors de la sagesse est une question, à mon avis, qui doit retenir notre attention. Et je pourrais vous en donner évidemment beaucoup d'autres exemples, mais je m'arrête à Descartes parce que c'est le fondateur et parce que d'autre part, je voudrais quand même avoir le temps d'évoquer rapidement ce dernier point, n'est-ce pas, qui va m'amener à évoquer l'hypothèse d'une folle sagesse. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous citer quelques exemples pris en dehors de la tradition philosophique occidentale. Donc, on trouverait bien d'autres exemples dans d'autres cultures et traditions spirituelles de préceptes de sagesse très comparables à ceux que j'ai pu citer propres à la Grèce antique. Et sans compter aussi, je vous le rappelle, que certains grands récits, je ne parle pas des préceptes, hein, des sortes de proverbes, certains grands récits comportent des leçons de sagesse à méditer. L'épopée de Gilgamesh, par exemple, l'Iliade et l'Odyssée, que j'ai déjà cité, la Bhagavad Gita indienne, n'est-ce pas, qui est une vaste méditation sur la sagesse, les romans arthuriens, etc., etc. En tout cas, pour en revenir aux préceptes, on est frappé d'y retrouver, dans ceux que l'on emprunte à des sagesses extérieures, un sens de la mesure très comparable à celui des Grecs. J'en ai cité venant d'Asie. Je vous en cite un, qui est d'ailleurs dans le livre des sagesses, emprunté à l'Égypte. Lisez les textes égyptiens, qui sont souvent magnifiques d'ailleurs, et vous y verrez que l'Égypte n'est pas simplement ce pays abominable, n'est-ce pas, dont nous parle la Bible, pour des raisons tout à fait différentes, mais c'est aussi un pays d'une grande sagesse. Et par exemple, ce petit texte, extrait de la sagesse d'Aménémopée, donne ses conseils. Ne déplace pas une borne sur la limite de champ, ni n'efface un emplacement de cordeau, ne piétine pas le sillon d'un autre,
laboure de la terre et tu trouveras ton bien. Ne disqualifie pas un homme dans un tribunal et n'écarte pas le juste. Ne te laisse pas obnubiler par un vêtement luxueux pour le mépriser quand il est en loques. Et il est d'ailleurs probable que la sagesse égyptienne a beaucoup influencé l'écriture de certains des textes dits sapientiaux, justement, de l'Ancien Testament, qui sont également marqués par la sagesse grecque. Je veux parler de ces deux livres dont je voudrais vous dire quelques mots, que sont les Proverbes, d'une part, dans l'Ancien Testament, et le livre de la sagesse. Or, à travers ces deux livres, on découvre une figure du sage qui se confond avec celle du juste. Dans la tradition hébraïque, c'est le juste qui est le sage. Et le modèle exemplaire du juste, qui est-ce? C'est le roi Salomon. Et tout le monde connaît le jugement de Salomon, je suppose. Deux femmes arrivent revendiquant chacune leur enfant. Il dit, écoutez, c'est pas compliqué, on va couper l'enfant en deux. Et évidemment, la mère, la vraie mère, dit jamais, je préfère le laisser. Et il dit, voilà, jugement de Salomon. Donc, le roi Salomon, à qui on prête d'ailleurs la rédaction de ses livres et dont le jugement est célèbre. Donc, tous les proverbes qui lui sont attribués témoignent de cet esprit de justice et donc de ce sens de la mesure, ces proverbes étant suivis par des paroles de sages aussi. Donc, je ne vous les cite pas, il y en a énormément, n'est-ce pas, et ils vont tous dans le sens de l'esprit de justice pour les actions de la vie quotidienne. Mais ces deux livres sont intéressants aussi parce qu'ils donnent la parole à la sagesse. La sagesse en hébreu, chokma. La sagesse est une femme, n'est-ce pas? Elle est personnifiée. Et ce qui est caractéristique, c'est qu'elle interpelle les hommes, les êtres humains. Elle les interpelle et elle joue ainsi un rôle médiateur entre les hommes et Dieu. Elle dit par exemple ceci, « Humain, c'est vous que j'appelle. Je crie vers les enfants des hommes. Simple, apprenez le savoir-faire. Et vous, insensés, devenez raisonnables. » C'est dans les Proverbes. On apprend aussi que la sagesse est le souffle de la puissance divine et qu'elle était auprès de Dieu bien avant la création, par rapport à laquelle elle a joué le rôle de maître d'œuvre. Ces livres nous disent que la sagesse agit sur terre, là où l'intelligence agit davantage dans le ciel et vers le ciel. Donc, vous voyez, il y a une dimension féminine de la sagesse, et c'est intéressant tout de même de noter que la sagesse était contemporaine de l'acte de création, donc qu'elle est, certains ont dit, l'expression est peut-être un peu osée, la face féminine de Dieu. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Je n'invente rien là. Donc, je pense que c'est intéressant, n'est-ce pas? La sagesse, dans ces deux livres, est clairement distinguée de la folie, et plus particulièrement de cette folie qui singe la sagesse. Donc, et je vais en venir à la question de la folle sagesse, dans ces deux livres, il n'est pas question de lier les deux. Au contraire, n'est-ce pas, il y a un petit passage qui dit très bien que Dame Sagesse s'emploie à mimer la folie, à mimer la sagesse alors qu'elle n'est que folie. Donc, il n'y a pas place dans ces deux livres pour une folle sagesse. Alors, je vais terminer là-dessus, en accélérant un petit peu le rythme, veuillez m'en excuser. J'ai emprunté cette expression de folle sagesse, je vous l'ai dit, au bouddhisme tantrique tibétain, et plus précisément, c'est le titre d'un ouvrage de Chogyam Trungpa. Et bon, je n'ai pas le temps de restituer ce contexte pour expliquer ce que ça signifie dans ce contexte. Mais l'expression elle-même peut nous interpeller. Elle peut nous interpeller et attirer notre attention sur le fait qu'être vraiment sage peut comporter une dimension de folie. Alors, folie entre guillemets, parce que
c'est évidemment pas la folie pathologique. Une dimension de folie dont nous avons déjà pu constater la présence chez Socrate, dans sa manière d'être, ses comportements sont déconcertants, sont paradoxaux. Voilà. Paradoxaux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments qui choquent la raison. Ceci est vrai et son opposé est vrai aussi. Bon. Et il faut à cet égard se rappeler que dans le banquet de Platon, eh bien, Platon développe l'idée que l'amant, l'amoureux de la sagesse, celui qui la cherche, c'est-à-dire le philosophe, il est mu dans sa quête par Eros. Alors, Eros, évidemment pas au premier sens, ce n'est pas celui qui lui inspire des aventures amoureuses, c'est celui qui lui donne l'élan vers la sagesse, qui lui inspire l'amour du vrai et du bien, même s'il reste toujours en chemin entre l'inconnaissance et la connaissance. Donc, on s'aperçoit que même chez Platon, le moteur de la connaissance philosophique et donc de la quête de sagesse est quelque part irrationnel. Il n'est pas purement rationnel. Et Platon va même jusqu'à réhabiliter une certaine forme de délire, à condition que ce délire soit inspiré par un dieu. Et je pense, sans m'appesantir, sur la réhabilitation, par exemple, par le philosophe Nietzsche, du dionysiaque, de l'élément dionysiaque, par rapport à l'élément apollinien, c'est-à-dire la clarté, la mesure, la sagesse. Eh bien non, il y aurait aussi un élément dionysiaque, c'est-à-dire ce qui pousse vers la transe, l'extase, même dans sa dimension mystique. Bon, premier rappel. Rappelons également, je vais être obligée d'aller un petit peu vite, que dans un tout autre contexte chrétien, celui-là, saint Paul a tenu sur l'agora, justement, un fameux discours aux philosophes grecs, dans la première aux Corinthiens que vous trouvez, dans laquelle il oppose la sagesse du monde, c'est-à-dire la sagesse païenne, et la folie de la croix. Folie de la croix qui est en réalité la seule sagesse qui vaille en ce qu'elle vise le salut et pas simplement le bonheur. Paul écrit « Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde, puisque, en effet, le monde, par le moyen de la sagesse, n'a point reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. » Bon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une dimension de folie, n'est-ce pas? Évidemment, dans ce cas extrême, incontestablement. Mais est-ce que, en dehors même du contexte chrétien, la harangue de saint Paul aux philosophes païens n'est pas destinée à leur faire comprendre, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas qu'une forme de sagesse et qu'il faut toujours se méfier, n'est-ce pas, de ce qu'on prend pour la sagesse et de ce qu'on prend pour la folie. Voilà. Je pense que c'est un exemple à méditer, évidemment, à méditer. Alors, rappelons également le rôle du fou au Moyen-Âge. Qui était le fou? C'était celui qui était autorisé à dire des vérités au roi et à tous les puissants de ce monde. Et il n'était pas châtié pour cela. Le roi avait son fou. C'est-à-dire que l'apparence de la folie permettait de faire passer un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas fait passer autrement. C'est un bel exemple de la conscience qu'ont eu les hommes du Moyen-Âge, du fait que, non seulement pour parler au prince, il fallait prendre des gants, n'est-ce pas, mais aussi que rien n'était si simple entre sagesse et folie. Et que celui qui revêt les apparences de la folie, peut-être, à l'intérieur est un sage. D'ailleurs, c'était le cas de Socrate, n'est-ce pas? On disait extérieurement, il ressemble à un silène, c'est-à-dire à une sorte de satyre, et intérieurement, n'est-ce pas, c'est l'image du Dieu qui apparaît. Rappelons-nous aussi l'éloge de la folie d'Érasme.
paru en 1511, n'est-ce pas? Et qui montre quoi? Que beaucoup de gens qui se croient sages sont en réalité des insensés, n'est-ce pas? Et que tant de fous apparents sont en réalité des sages. Donc, bien sûr, comment s'y retrouver? Mais c'est aussi une mise en garde, particulièrement intéressante à une époque troublée, qui était celle d'Érasme, que je viens déjà de citer à propos de son débat avec Luther, entre autres. Bon. Donc, ce sont des exemples parmi d'autres. Je pense en particulier, je pense aussi à l'Idiot de Dostoïevski. L'Idiot, ouvrage paru en 1859. Bon. Et qui tourne, tout le roman tourne autour de ce personnage extraordinaire qu'est le prince Mychkine. L'idiot, pourquoi? Parce que, d'abord, idiotus veut dire qu'il se singularise, n'est-ce pas? Il ne ressemble à personne, lui non plus. Mais surtout, et il paraît un simple d'esprit à beaucoup. En fait, ce qui se cache derrière cette simplicité d'esprit, c'est une immense bonté qui le fera faire des actes insensés, n'est-ce pas? Mais inspiré par la compassion humaine. Et au bout du compte, on s'aperçoit que le prince Mychkine est proche de la sainteté. Bon. Donc là aussi, n'est-ce pas, le ligne de partage entre sagesse et folie, la folie étant à cet égard l'idiotie, la simplesse d'esprit, eh bien, doit nous inciter à ne pas porter de jugement trop tranchant sur ce qui échappe à ces catégories. Alors, ce sont autant d'exemples, et il y en aurait évidemment beaucoup d'autres, qui nous incitent à ne pas trancher à la légère entre sagesse et tous ces contraires apparents. Alors, la folie, l'idiotie, la simplicité d'esprit, l'extravagance avoisinant, comment dirais-je, avoisinant presque la provocation choquante, etc. Alors, est-ce que ce n'est pas pour nous amener à comprendre que le stade ultime de la sagesse, c'est justement d'être au-delà des opposés? Nietzsche disait au-delà du bien et du mal. Bon, il faut faire attention avec de telles formules, parce que ça peut être aussi un peu une manière habile de se croire dégagé, n'est-ce pas, des contraintes. Mais il y a un fond de vérité aussi. On s'aperçoit que nombre de grands sages ont des comportements qui ne répondent pas aux codes moraux, aux codes sociaux, etc. Les cyniques grecs en particulier, n'est-ce pas, qui se promenaient souvent nus, avaient des attitudes tout à fait provocatrices eu égard aux normes de la cité. Bon, peut-être est-ce que ce n'est pas pour nous amener à découvrir que la sagesse, dans son stade ultime, n'a pas de contraire, et moins encore d'opposé. C'est-à-dire quelle est la capacité de dégager une position au-delà des contraires et au-delà des opposés. Alors, c'est ce qu'enseigne tout particulièrement, là il faut dire que si on se tourne vers l'Asie, on a quantité d'exemples de ce type, beaucoup plus qu'en Occident. On est resté assez timide quant à ces exemples de sages. Mais dans le contexte taoïste que j'ai déjà cité, bouddhiste aussi, le sage prend souvent l'allure d'un vagabond, hein, d'un yogi errant, mal habillé, voire quasiment nu, celui que la tradition chinoise appelle le clochard céleste. C'est joli comme expression, dont les comportements échappent aux règles ordinaires et déconcertent les bien-pensants. Je pense aussi au yogi Milarepa, n'est-ce pas, qui a été d'abord un brigand, commettant des actes tout à fait contraires non seulement à la sagesse, mais même à la morale. Le yogi Drungpa Kudle aussi, qui a une vie extravagante. Et puis celui que cite Chuang-Tzu dans le livre de la voie et de la vertu. Les gens, dit Chuang-Tzu, enfin il donne la parole à ce vagabond céleste, ce clochard céleste, les gens ont tous le superflu
et moi je suis le plus démuni. J'ai tous les traits de l'idiot. Je suis l'abruti, le parfait abruti. Curieuse conclusion, n'est-ce pas, pour une réflexion sur la sagesse. Certains disent aussi que le sage finit par ressembler à un morceau de bois, brut. Tant il est égal avec lui-même et tant il n'y a plus de différence en lui entre le bien et le mal, parce qu'il est au-delà de cela. Alors, je dirais que toutes ces considérations nous amènent, et ce sera une brève conclusion, à nous demander où nous en sommes aujourd'hui du rapport entre sagesse et folie. Nous savons aussi que nous avons un penchant pour la folie, pour toutes les formes de démesure, de folie, d'extravagance, etc., etc. Mais est-ce à dire qu'elle nous mène vers des formes supérieures de sagesse? Alors, pour terminer quand même sur une note optimiste, je pense qu'il y a quand même certains signes encourageants qui témoignent d'un possible retour à des formes de sagesse proches de celles des anciens. Je pense à notre lassitude, je m'associe à la communauté, la lassitude vis-à-vis des discours, politiques en particulier, et l'aspiration à des modes de vie renouvelés. Or ça, c'est exactement ce par quoi les anciens distinguaient la sagesse d'une philosophie qui ne sert à rien, qui n'est pas une manière de vivre. Je pense à des mouvements, la décroissance, l'écologie, Pierre Rabhi, magnifique figure de sage aujourd'hui, la responsabilité citoyenne, etc., etc. Bon. D'où le succès d'ouvrages comme ceux de Pierre Rabhi, mais aussi de Pierre Hadot sur la sagesse antique, parce qu'il nous dit des choses très simples, à savoir que la philosophie était d'abord une manière de vivre. Je pense à ce besoin assez général d'engagement concret. On veut du concret, pas des grandes théories, des engagements personnalisés, etc. Alors, ce qui nous manque peut-être encore, c'est de redécouvrir ce que les anciens appelaient des exercices spirituels, sur lesquels Hadot a beaucoup écrit, capables d'accompagner et de renforcer nos motivations, qui sont souvent éphémères, il faut bien le dire, et trop souvent uniquement protestataires. Est-ce qu'il y a une sagesse dans la protestation? Je crois que c'est une des grandes questions, effectivement, protestation ou indignation, c'est une des grandes questions que je livre à votre méditation pour terminer. Voilà. Il y a quand même 10 minutes à peu près. Donc on va prendre des questions si certains d'entre vous veulent en poser. Oui, est-ce que vous avez parlé de la sagesse? Moi, je pense qu'elle peut peut-être s'acquérir par l'expérience aussi. Vous avez parlé du savoir, mais pas de l'expérience. Alors, vous avez raison, je n'ai pas employé le mot, vous faites bien de le souligner, mais dans mon esprit, mais vous savez, on pense parfois que ceux à qui on s'adresse pensent immédiatement la même chose que vous, et c'est une erreur. Bon, la notion d'expérience était incluse finalement dans la notion même de sagesse en tant que mode de vie. En tant que mode de vie, en tant que pratique, et ça j'en ai beaucoup parlé quand même, je crois, justement par rapport au savoir, eh bien, en tant que mode de vie, activité pratique concernant le quotidien, la sagesse passe forcément par l'expérience. Bien sûr. Alors, on aurait pu parler aussi de l'expérience acquise au cours d'une vie. Bon. Mais rien ne dit que l'expérience conduise nécessairement à la sagesse. L'expérience peut conduire à l'aigreur, elle peut conduire au désenchantement, elle peut conduire à toutes sortes d'états qui ne sont pas ceux d'un sage. Donc, oui, l'expérience concourt, comme la culture, à l'acquisition de la sagesse, mais elle n'en est pas la condition suffisante.
Oui, vous avez parcouru presque plus de 3000 ans d'histoire là, pour parler de la sagesse. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, j'aurais pu faire mieux. Mais- 5000, 10 000. Mais peut-on rechercher une définition qui soit indépendante du bien, du mal, du savoir, de la culture, de la morale? Je vous propose une définition. Est-ce que j'ai trahi votre pensée en disant que c'est une idée téméraire qui, dans l'humilité et la contemplation, recherche la vérité? La vérité étant le sens de la vie et de l'univers. Ceci, je pense, est valable pour l'esclave grec, pour le paysan de la Creuse, pour le mathématicien, pour Montaigne. Oui, si vous voulez, je dirais simplement que pour en arriver à cette formulation, il faut probablement et l'expérience, et un peu de savoir, et un peu de culture. Voilà. Un peu d'idéalisme, enfin, il faut quand même beaucoup de choses pour arriver à une définition qui en soi me paraît en effet tout à fait recevable, et dans laquelle je me permets quand même, et ce n'est pas du tout une critique, de remarquer qu'il y a une connotation religieuse et qu'à cet égard, on pourrait peut-être être encore plus bref et dire, après tout, peut-être que la sagesse, c'est tout simplement l'amour du prochain. Pourquoi pas ? Vous voyez, pour faire encore plus bref et en éliminant les références. Vous voyez ? Bon, c'est une proposition parmi d'autres. Voilà. Il est vrai que ce que je vous ai dit, à commencer par Socrate, nous montre qu'il y a depuis l'origine de la pensée, dans des contextes culturels très différents, cette idée que la véritable sagesse ne peut pas reposer seulement sur des acquis, des possessions, parmi lesquelles le savoir est une des possessions majeures, qu'il y faut autre chose. Bon. Mais peut-être que cette autre chose, on le découvre en traversant le savoir, la culture, l'identité, tout ça. Bon. Et que c'est parce que tout cela nous laisse finalement plus ou moins insatisfaits qu'à un moment donné, on se dit non, c'était pas ça, c'était pas ça. Alors après, chacun son équation personnelle. Mais, bon, si on avait pu avoir le temps de s'intéresser aussi à des sagesses que je qualifierais de primitives, en ce sens qu'elles ne sont pas liées à des modèles de société très évolués, elles ne sont pas liées non plus à l'élaboration d'un savoir très élaboré, on découvrirait aussi des formes de sagesse extrêmement archaïques et qui nous parlent, hein, parce qu'elles ont à la fois, elles émanent du bon sens et elles émanent aussi d'un respect humain qui est digne de notre propre estime. Bon, oui, voilà ce que je peux répondre à votre formule que vous avez dû savamment élaborer quand même, non ? Ne me dites pas que c'est de l'improvisation. Je n'y croirais pas. J'avais une question, j'espère ne pas être hors sujet. Vous avez évoqué, peut-être un peu trop rapidement en fonction du temps qui vous restait, les philosophies et la sagesse orientale. Et en vous écoutant, je me posais une question. Je faisais une hypothèse en me disant que ce que vous avez appelé le juste milieu, donc le juste milieu, est-ce que le principe du yin et du yang, qui mélange en fait le masculin et le féminin, pourrait être, pas une définition, mais en tout cas une illustration
de ce que peut représenter la Oui, sagesse tout à pour fait. les orientaux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, parce que ça dépend comment on le formule, il y a dans le yang une parcelle de yin, et il y a à l'inverse dans le yin une parcelle de yang. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent s'apparier, se marier, se compléter. Oui, ce qui m'a évoqué ça, c'est quand vous avez parlé du principe de féminité de la Oui. divinité, en fait. Alors ça, ce principe de féminité, je pensais au départ le développer plus, et puis je me suis rendu compte que ça nous aurait, d'abord on n'a pas le temps, et puis des considérations un petit peu trop ésotériques. Mais cette question de la féminité de la sagesse, d'abord la sagesse est féminine par son genre, mais c'est un point sur lequel on beaucoup... D'abord, c'est pour ça que je vous ai cité le livre de la sagesse et le livre des proverbes, parce que c'est quand même intéressant de constater que dans l'Ancien Testament, donc au sein du plus ancien des monothéismes, il y a une place qui est faite à une dimension féminine de l'esprit divin. Donc ça mérite d'être repris en considération, parce que ça veut donc bien dire que si par la suite cet aspect a été éliminé, ce n'est pas la faute des textes. Bon. Alors, cette dimension féminine de la sagesse, en tant que... Là, je me place dans un contexte plus spécifiquement religieux. On l'a retrouvée aussi chez ceux qu'on appelle les gnostiques, qui étaient des courants religieux qui se sont développés à peu près en même temps que le christianisme, au 1er siècle du christianisme, et où la Sophia joue un rôle considérable. On pourrait même dire que ces textes racontent les aventures et les mésaventures de la Sophia, tombant du plérôme, voulant y revenir, etc. Donc il y a ça. Il y a la place importante que joue la Sophia dans la tradition orthodoxe russe. Il y a tout ce qu'on appelle une sophiologie, véritablement une étude très, très poussée du rôle de la Sophia chez des écrivains comme Soloviev ou Bulgakov. Enfin, chez un psychologue, chez Carl Gustav Jung, il y a à nouveau une présence très importante de la Sophia comme expression, comme incarnation de l'anima dans la pensée de Jung. Donc, si vous voulez, c'est toute une tradition. Bon, j'ai préféré ne pas me la développer parce que c'est assez technique et ça nous aurait peut-être embarqué dans des considérations qui nous auraient fait perdre le fil essentiel de la réflexion. Mais sachez que ça existe, oui. Oui, oui. Et donc, votre question nous ramène à ça. Merci. Oui, merci beaucoup d'abord pour ces 3 réunions à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Je voudrais savoir, en tant que philosophe, si vous faites une différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir plus extérieur, pour moi, et la connaissance, c'est naître avec, c'est plus intime. Justement, dans la sagesse, c'est quelque chose qui oui, enfin, connaissance, naître avec, ça c'est Paul Claudel qui a fait ce joli jeu de mots. Hein. Connaître, c'est naître avec, ça vient de Paul Claudel. Mais je vous rappelle que le mot connaissance, en grec ou en latin, c'est pas connaissance. Hein. C'est ou gnosis, ou noésis, ou dianoia. Donc, naître avec, ça tombe. Mais c'est un joli jeu de mots, et parfois ça dit quelque chose de vrai, n'est-ce pas? Écoutez, dans mon propos, là, aujourd'hui, je n'en ai pas fait, non. Disons que quand on parle de connaissance, on peut parler soit du processus de connaissance, soit de la finalité de ce processus, qui est le savoir. Bon. Donc, vous savez, les mots, ça dépend quel sens on leur donne exactement. Disons qu'on peut
considérer que le savoir est le résultat d'un processus de connaissance qui vise, n'est-ce pas, un terme, et que ce terme, ça s'appelle le savoir. Mais bon, il ne faut pas non plus trop s'attacher au sens des mots. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas intentionnellement fait de différence majeure. Ce n'était pas très important par rapport au... Enfin, il m'a semblé. Pardon ? Oui, dans l'idée de sagesse, il y a forcément... Mais comme j'en avais pas mal parlé la dernière fois à propos de la culture, je n'ai pas voulu reprendre cette question de s'élever, grandir, etc. Bien évidemment, on grandit et on s'élève. À partir du moment où, j'ai donné l'exemple chez les anciens Grecs, la sagesse, c'est ce qui nous achemine vers un état qui est comparable à celui des dieux. Donc, de ce point de vue, sans aucune ambition mégalomaniaque. Ce n'est pas devenir des dieux, des super-héros. C'est mener une vie divine, bon, une vie bonne. Bien évidemment, c'est une amélioration. C'est une transformation. Juste peut-être en manière de boutade, vous nous avez parlé de la sagesse qui était un mot féminin, une divinité féminine. Vous nous avez aussi parlé de cette jeune femme qui, pendant les années noires, voilà. Est-ce que le sage est parfois une femme? Est-ce que vous avez des exemples? Oui. Vous n'en avez cité aucune. Voilà. Sénèque, parce qu'il y en a... Socrate, y en a-t-il? Ah si, alors. Si, oui, j'en ai cité aucune parce que c'est vrai que dans le monde antique, elles sont rares. Mais, alors, vous avez raison, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait par économie de temps. Donc, votre question m'amène à préciser que dans le fameux discours du banquet de Platon, que j'ai cité à la fin, Socrate rapporte les propos, il dit que ce qu'il a appris, il le tient d'une femme, d'une étrangère, qui s'appelle Diotime, originaire de Mantinée, et que c'est elle qui lui a appris, justement, le rôle d'Éros dans ce cheminement vers la sagesse. Et donc, effectivement, là, il y a une femme. Alors, des femmes sages dans l'Antiquité, je le sais d'autant plus que j'ai rédigé certains des articles du dictionnaire des femmes mystiques où, par définition, là, ce sont des portraits de femmes. Alors, Hypatie d'Alexandrie, c'est une mathématicienne surtout, hein, plus, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui, par les mathématiques, aboutit à une forme de sagesse dont on voit la trace dans sa correspondance avec le néoplatonicien Sinésius. Bon. Il y a des figures féminines aussi dans des écrits beaucoup plus ésotériques qui sont les écrits des alchimistes grecs, où là on voit apparaître des femmes, oui, Zénobie, Théosébie, Marie la Juive, etc. Il y en a quelques-unes, 3-4 femmes, qui sont censées détentrices justement d'un savoir qui, en l'occurrence, est aussi une sagesse. Mais bon, je crois que votre remarque est tout à fait bienvenue. Bien sûr, elle complète d'ailleurs la précédente. Mais elles ne sont pas légion. Elles ne sont pas légion, non. Et d'ailleurs, depuis... si, mais alors, là, vous comprenez, on parle d'autre chose. Est-ce qu'une philosophe comme Simone Veil était sage? J'aurais pu la citer parmi la folle sagesse. Tout à fait. J'aurais pu la citer parmi les exemples de folle sagesse, parce que Simone Veil, qui est, je parle de la philosophe bien sûr, qui est totalement imprégnée de culture grecque, hein, elle est grecque jusqu'à la moelle, Simone Veil. Elle est d'ascendance juive, mais elle a des rapports très difficiles avec le judaïsme. Elle est chrétienne de cœur, mais elle n'est pas baptisée, parce qu'elle ne veut pas entrer dans l'Église à laquelle elle reproche un certain nombre de choses.
Et puis, pour couronner le tout, elle se laisse quasiment mourir de faim pour ne pas manger plus que ses concitoyens, compatriotes pendant la guerre. Donc, c'est un beau portrait de sainte, de quasi-sainte, hein, quand même. Mais, bon, là, oui, c'est un bel exemple de, moi, je dirais, de folle sagesse. Hein. Parce que on va aux limites extrêmes de ses capacités, de ses moyens, de sa résistance, pour un objectif, mais qui était chez elle plutôt la vérité. Vous voyez, plutôt la vérité. Et en ce sens, elle est à la fois grecque et chrétienne. Bon, la vérité, hein. Le beau, le vrai, le bien. Bon. Mais enfin, c'est aussi quand même une forme de sagesse. Oui. Oui, je voulais savoir, dans le Candide de Voltaire, Dans le Candide de Voltaire, oui. est-ce que son cheminement est une recherche de la sagesse? Et en ce cas, de quel type de sagesse diriez-vous qu'il s'agit? Mais je dirais d'une façon générale que chez Voltaire, et à travers les personnages de Voltaire, c'est une sagesse qui est tout à fait caractéristique du XVIIIe. C'est-à-dire, c'est une sagesse qui d'abord se définit comme refus de toutes les folies humaines. Et parmi les folies humaines, il y a les superstitions, le fanatisme. Et donc, on dit les religions, mais bon, je pense que Voltaire, très franchement, il s'était pas beaucoup intéressé aux religions en tant que telles. Il s'est intéressé aux formes déviantes de religion. Et la sagesse, pour lui, c'était surtout pas ça. Parallèlement, je crois que sa conception de la sagesse repose sur un fond sceptique, assez proche de celui de Montaigne. Bon, autre temps, autre mœurs. Ce qui est vrai ici n'est pas vrai là. Donc, une vision de la nature humaine assez sceptique et distancée. Ça ne vaut pas la peine de se faire tuer et de s'entretuer, surtout pour des choses pareilles. Et derrière tout ça, un solide amour de la vie, hein, cultivez votre jardin, soyez heureux, qui est tout à fait caractéristique aussi du XVIIIe. Un goût de la jouissance, de jouir de la vie. Et donc tout ce qui fait obstacle à ça est considéré comme de la folie. Donc si vous mettez ces trois aspects, je crois que vous avez à peu près, en improvisant comme ça, vous avez à peu près une idée de la sagesse voltairienne. Cultivez votre jardin, soyez bien avec vous-même et avec vos proches. Ne vous embarquez pas dans des conflits qui reposent sur des absurdités. Mais par contre aussi, c'est l'autre côté de Voltaire, engagez-vous quand il le faut. S'il y a une cause qui vous paraît quand même absolument capitale, alors là, effectivement, faites-le. Mais, comme Montaigne disait aussi, oui, sans doute, il y en a, mais pas tant que vous croyez. Donc, usez de discernement par rapport aux causes pour lesquelles vous allez prendre fait et cause.